Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, on pénètre au cœur même de ma démonstration sur l'indépendance payante et sur le fédéralisme coûteux. Dans la dernière vidéo, on a vu que l'Angleterre a utilisé une énorme violence pour conquérir la Nouvelle-France d'est en ouest. Ça a commencé par la déportation brutale des Acadiens, ça s'est continué par la conquête brutale de la Nouvelle-France, puis par celle des Amérindiens et des Métis à l'ouest. Dans la présente vidéo, on va voir qu'on est entré dans une nouvelle période historique, c'est-à-dire que de nos jours, le long serpentin territoire habité qui s'appelle le Canada est devenu une simple survivance d'une époque révolue, celle de la conquête de l'Ouest. On va voir également que les différentes régions du Canada regardent dans des directions différentes, ce qui fait que le pays est plein d'anomalies et de contradictions qui vont devenir de plus en plus coûteuses à mesure que le temps va passer. Pour commencer, il faut d'abord réaliser une chose, c'est que l'Europe actuelle est devenue pratiquement aussi riche et développée que l'Amérique du Nord. De plus, elle est en situation de dépeuplement par suite d'une dénatalité généralisée. Ce déclin de l'Europe a eu plusieurs conséquences importantes au cours des dernières décennies. D'abord, ça a mis fin à l'épisode colonial. Ensuite, ça a mis fin à la rivalité qui opposait l'ex-URSS aux États-Unis. La raison principale étant que les populations d'origine de ces deux pays-là sont en train de s'effondrer. Le déclin de l'Europe a également amené la fin de l'axe est-ouest de peuplement qui a amené une Europe surpeuplée à se déverser sur l'Amérique du Nord et sur une Sibérie qui était pratiquement vide d'hommes. De nos jours, il y a trois phénomènes fondamentaux qui font que le commerce a de plus en plus tendance à prendre une orientation nord-sud. Il y a d'abord un phénomène démographique de base, celui qui veut que les pays les plus jeunes et les plus dynamiques sur la planète soient situés au sud et qu'ils ont de plus en plus tendance à imposer leurs intérêts économiques. Cela fait que le commerce international a un sens nord-sud de plus en plus prononcé. Le deuxième phénomène est un phénomène climatique, qui fait que les économies des pays du Nord ont tendance à être complémentaires aux économies des pays du Sud, notamment pour tout ce qui concerne les produits d'origine vivante, le sucre, le café, le cacao, l'huile de palme, le coton, etc. Le troisième phénomène, qui concerne essentiellement l'Amérique du Nord, est un phénomène d'origine géographique. C'est dû au fait que les principaux axes géographiques en Amérique du Nord ont presque tous un sens nord-sud. La côte est, la côte ouest, les Appalaches, le Mississippi, les Rocheuses, etc. Ces trois phénomènes conjuguent leurs effets pour que les différentes régions du Canada voient leurs économies se développer de plus en plus dans un sens nord-sud au détriment du vieil axe historique de sens est-ouest, c'est-à-dire l'axe de peuplement européen. Il n'y a pas de contradiction entre le fait que l'économie du Canada pendant des siècles s'est développée dans un sens est-ouest et le fait que de nos jours, elle se développe dans un sens nord-sud. Il n'y a rien qui a changé dans la géographie ou dans les lois de l'économie. Les Nord-Américains ont toujours cherché à obtenir le maximum de profit de leurs activités économiques. Tout simplement, quand un continent surpeuplé et pauvre comme l'Europe découvre un continent vide et riche comme l'Amérique du Nord, la meilleure façon pour ses habitants de s'enrichir, c'est d'aller occuper les territoires vides. Autrement dit, c'est rentable, ça vaut l'investissement à ce moment-là de traverser un immense océan, de remonter le fleuve Saint-Laurent en contre-courant et de traverser d'immenses montagnes comme les Rocheuses pour aller occuper des territoires vides, si nécessaire en utilisant une force suffisante pour tasser les habitants d'origine. Évidemment, quand les envahisseurs ont pris le contrôle des territoires qu'ils convoitaient, leur but reste toujours de s'enrichir au maximum. Or, la meilleure façon de le faire à ce moment-là, c'est d'accumuler les petits profits en obéissant systématiquement aux axes imposés par la géographie. C'est-à-dire qu'on évite, à partir de ce moment-là, de gravir inutilement des montagnes comme les Rocheuses. On s'installe de préférence dans des fonds de vallée et on préfère descendre une rivière plutôt que de la remonter, etc. Autrement dit, la mentalité et les comportements de producteurs prennent le pas sur la mentalité et les comportements de prédateurs. C'est d'autant plus vrai qu'à mesure que le peuplement du pays se complète, le nombre de producteurs finit par dominer complètement le nombre des prédateurs. Évidemment,
Tout ça n'empêche pas les nouveaux maîtres du pays de refuser de dédommager les habitants d'origine qu'ils ont spoliés. La structure économique du Canada actuel est le résultat de millions de petites décisions économiques par des individus qui cherchaient à augmenter leur richesse. Alors quand les premiers Européens sont arrivés ici, ils ont commencé par faire de la chasse et de la pêche, puis très rapidement, ils ont été occupés les meilleures terres agricoles disponibles avant d'aller occuper les terres marginales. Et quand l'industrialisation a commencé, les surplus de population des campagnes se sont déversés dans les petites villes qui étaient près de chez elles, et avant de se rediriger vers les plus grandes villes où les emplois étaient meilleurs et mieux rémunérés. Et quand il y avait une crise économique, les entreprises qui étaient les moins bien localisées et qui accumulaient les petites pertes étaient les premières à disparaître. Après plusieurs siècles d'un mouvement plus ou moins anarchique vers la rationalité économique, les axes de la géographie, qui sont dans le sens nord-sud en Amérique du Nord, ont fini par prendre le dessus sur le vieil axe de peuplement qui lui est de sens est-ouest. Le résultat, c'est que le Canada actuel n'est pas uniformément peuplé, surtout pas du nord au sud. Comme on l'a dit, 90% de sa population se concentre dans une bande de peuplement qui est 5000 km de long et seulement 300 km de large le long de la frontière américaine. De plus, cette bande de peuplement n'est pas occupée de façon homogène. Il y a des grumeaux de peuplement séparés par de grands vides démographiques. Il est intéressant de noter en passant que plusieurs des régions du Canada ont un nom, alors que ça ne correspond à aucune réalité politique. On parle par exemple des maritimes, on parle des prairies et on parle des territoires du Nord. Si on vient maintenant au peuplement du Canada, on voit sur la carte que le peuplement de Terre-Neuve est concentré sur sa façade atlantique et non pas du côté continental. C'est la même chose avec la Nouvelle-Écosse, de même qu'avec le Nouveau-Brunswick. L'ouest du Nouveau-Brunswick est plus ou moins vide d'habitants. On peut même dire la même chose du Maine, qui fait un écran où il n'y a presque pas de population. Un écran de forêt entre les populations des maritimes et celles des basses terres du Saint-Laurent, où est concentrée la majeure partie de la population québécoise. Ensuite, il y a un vide démographique relatif avant d'arriver à la péninsule ontarienne, où là, il y a vraiment beaucoup de monde. On appelle ça la péninsule ontarienne parce qu'elle est entourée des lacs Ontario, Erie, Huron et de la baie Georgienne. Au nord-ouest de la péninsule ontarienne, on retrouve un immense vide avant d'arriver aux grumeaux de peuplement des prairies qui sont éparpillés. Il y a Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, etc. Ensuite, il y a un grand vide démographique au niveau des montagnes rocheuses, avant d'arriver à la concentration de population de Vancouver, qui est située à l'extrême sud-ouest de la Colombie-Britannique. On pourrait ajouter qu'il y a un vide démographique au nord de la Colombie-Britannique avant d'arriver au Yukon, qui est lui-même très peu peuplé parce que c'est un territoire très froid. Le fait que les différents grumeaux de peuplement du Canada soient physiquement distincts a fait que leurs économies ont eu tendance à prendre des orientations géographiques différentes. Dans le cas de Terre-Neuve, dont la population est installée sur le versant atlantique de l'île, la province vend son poisson, son bois, son pétrole de préférence aux États-Unis et, quand ce n'est pas possible, dans le monde international. C'est exactement la même chose pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Dans le cas du Québec, son marché d'exportation naturelle est le nord-est des États-Unis, auquel le Québec a un accès direct et facile grâce à la fameuse vallée du lac Champlain et de l'Hudson qui se rend directement de Montréal à New York en passant par Albany. Dans le cas de l'Ontario, son économie est clairement intégrée à l'économie en déclin des Grands Lacs américains. On le voit avec son industrie automobile qui vit en symbiose avec l'industrie automobile américaine qui est située autour de Détroit, qui est centrée autour de Détroit. Bien sûr, l'Ontario continue à faire affaire avec le Québec à cause de la voie maritime du Saint-Laurent, de la transcanadienne et des voies ferrées qui passent par le Québec. Il faut cependant noter que l'Ontario vend continuellement plus au Québec que ce que le Québec lui vend. Certaines années, le surplus commercial de l'Ontario avec le Québec a atteint 8 milliards de dollars. Dans le cas de provinces comme le Manitoba et la Saskatchewan, même si elles exportent encore une partie de leurs grains par Thunder Bay et par la vallée du Saint-Laurent, la voie maritime qui passe par le Québec,
les intérêts de leurs agriculteurs sont quand même sont les mêmes que ceux des agriculteurs du Midwest américain, où se situe d'ailleurs la bourse des matières premières de Chicago, où sont déterminés les prix de beaucoup des produits agricoles que ces deux provinces-là produisent et vendent. Dans le cas de l'Alberta et de l'ouest de la Saskatchewan, la majorité de leurs pipelines se dirigent carrément vers le sud, c'est-à-dire vers les États-Unis. On a par exemple entendu parler du fameux projet de pipeline Keystone XL, qui vise à transporter le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta vers Houston au Texas et l'industrie pétrochimique qui est installée dans la région du Golfe du Mexique. Pour ce qui est de la Colombie-Britannique, c'est très clair que son économie est orientée vers le Pacifique et vers la côte ouest américaine. Enfin, le Yukon, pour des raisons de proximité, est orienté vers l'Alaska. Quand on regarde la carte des axes économiques du Canada, on se rend compte que certaines régions se tournent carrément le dos. C'est le cas par exemple des Maritimes qui regardent vers l'est et qui tournent carrément le dos à la Colombie-Britannique et au Yukon qui, eux, regardent vers l'ouest. Les autres régions du Canada regardent toutes vers le sud, mais vers des marchés différents des États-Unis. Si les différentes régions du Canada s'estiment peu, c'est parce qu'elles se fréquentent peu. Une espèce d'indifférence s'est installée dans les populations. L'intégration économique du Canada à celle des États-Unis est tellement poussée que de nos jours, la culture du Canada anglais est devenue une simple succursale de celle des États-Unis. En effet, dès qu'ils deviennent un peu célèbres, les meilleurs artistes du Canada anglais s'empressent d'aller faire carrière à Hollywood. Cette américanisation de la culture, qui affecte le monde entier, a également touché le Québec, où on ne trouve plus la spécificité culturelle, les traits marquants qu'un peintre comme Cornelius Krieghoff a peint de façon magistrale au 19e siècle. Bon, maintenant, ça vaut la peine de se pencher pendant quelques minutes sur les anomalies géopolitiques les plus flagrantes du Canada actuel. Ça commence par les 4 grands lacs du Sud, qui sont tous dominés par une capitale économique comme Toronto, Détroit ou Chicago, alors que les 2 rives du lac supérieur n'accueillent aucune ville d'importance. Pire, la côte nord du lac supérieur est un véritable vide humain, comme on peut le voir sur la carte où il n'y a presque pas de routes et de villages. Il y aurait toujours la ville de Thunder Bay, mais il est clair qu'il s'agit d'une simple antenne du monde économique des prairies, ce qui est parfaitement évident quand on prend 2 droites qui rassemblent les territoires habités des prairies et qui forment un entonnoir qui débouche sur Thunder Bay, par où sort le grain qui est ensuite distribué dans le monde entier en passant par la voie maritime du Saint-Laurent. Le territoire même des prairies est assez mal foutu. C'est vaste, c'est plat, c'est sec, c'est froid, et ça ne contient aucun axe structurant comme le Saint-Laurent ou le Mississippi. Ce qui fait que de tout temps, les populations ont été obligées d'utiliser beaucoup de technologies pour occuper le territoire et pour en tirer le maximum de ressources et de richesses. À l'époque, c'était le chemin de fer qui structurait les prairies, un chemin de fer qui avait été en grande partie payé par le Québec. La population se répartissait le long de la voie ferrée, alors que de nos jours, les gens utilisent la voie des airs ou les routes. On le voit dans le cas de la Saskatchewan, qui, avec 1 million d'habitants, possède un réseau extrêmement étendu de routes et de villages agricoles. La structure politique, parfaitement arbitraire et artificielle des prairies, est parfaitement mise en évidence par le fait que tout l'ouest du Canada est quadrillé par une foule de frontières parfaitement rectilignes, des frontières qui ont été tracées par des politiciens qui se foutaient de la géographie et qui étaient plus préoccupés de maintenir l'équilibre politique à l'ouest du pays en donnant une surface à peu près égale aux 4 provinces de l'ouest. Il est clair que le Québec a très peu à voir avec le monde qui est situé à l'ouest du vide humain qui se trouve au nord du lac supérieur. Le Canada n'a tout simplement pas la structure compacte d'un pays de production qui utiliserait ce qu'on appelle une symétrie radiale pour concentrer la richesse et l'énergie. Il s'agit d'une longue bande de territoire à symétrie bilatérale, c'est-à-dire qu'à droite il y a le Grand Nord et à gauche il y a les États-Unis. C'est une simple survivance de la grande époque de prédation de l'Angleterre. Les différentes régions canadiennes ont chacune leur peuplement, leur climat, leurs besoins, leurs intérêts et leurs axes économiques distincts, ce qui fait que ça coûte de plus en plus cher d'essayer de maintenir l'unité de l'ensemble en lui donnant des règles et des lois qui sont pareilles partout.
Le meilleur exemple, c'est la loi des langues officielles, qui essaie d'une façon un peu ridicule d'imposer le français à la Colombie-Britannique et au Yukon. Dans la prochaine vidéo, qui sera probablement une des plus intéressantes de la série, on va voir que l'épine dorsale du Canada actuel, c'est-à-dire le duo Québec-Ontario, ou si on veut, le corridor Québec-Windsor, est rempli d'anomalies géopolitiques tout à fait bizarres qui ont un coût très important, un coût qui est principalement supporté par le Québec. Si vous avez aimé la présente vidéo, alors distribuez-la largement autour de vous. Je vous en remercie à l'avance et je vous dis au revoir.